Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VOA Afrique et d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À la présentation, vous êtes avec Rosine Mounezero et Mamadou Oumfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mamadou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des orphelins et enfants vulnérables vivant avec le VIH. En RDC par exemple, l'on compte plus de 500 000 OEV comme on les appelle. Une situation grave car le nombre élevé peut poser des problèmes sociaux et économiques. Docteur Jonathan Kaunda. Il y a ce problème de stigmatisation qui se pose. Ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes, ils sont négligés, ils sont abandonnés, ils peuvent devenir des enfants de la rue, ce qui peut poser des problèmes à la longue de sécurité sociale même. Heureusement, en RDC, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs, des organisations non gouvernementales tentent de s'organiser pour récupérer et encadrer ces orphelins et enfants vulnérables. C'est le cas de l'ONG Enfants sans sida en Côte d'Ivoire. Le Bognon, Barthélemy. Il y a une prise en charge spécifique qui est accompagnée, qu'on appelle la prise en charge médicale. Mais la prise en charge psychosociale consiste à assurer le suivi de ces enfants, le quotidien de ces enfants. Comment il faut amener le tuteur en question à cohabiter avec ces enfants. Donc il faut les préparer, ce que nous appelons une assistance psychologique. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangenka répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Cette semaine, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Michel Joseph. Bonjour Michel. Bonjour Rosine. Alors commençons par la RDC avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola, 7 semaines après la découverte des premiers cas. Je déclare à partir de ce jour, samedi 1er juillet 2017, à minuit, la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en RDC à Likati, dans la province du Bas-Ouélé. C'est ce qu'a annoncé à la presse, Rosine, le ministre congolais de la Santé, Oli Ilunga. Il a expliqué que depuis le 2 juin, aucun nouveau cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola n'avait été enregistré dans le Bas-Ouélé. Le ministre a ajouté que 105 patients suspects qui répondaient à la définition des cas ont tous été testés négatifs. Et au total, l'épidémie a causé la mort de 4 personnes. Oui, Rosine, un bilan plutôt encourageant comparé aux 11 300 morts que l'épidémie d'Ebola a occasionné en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que la RDC, qui en est à sa 8e épidémie, a une solide expérience en la matière. Le ministre congolais de la Santé a cependant appelé à la stabilisation et à la résilience du système de santé de la province du Bas-Ouélé, qui a été fortement déstabilisé. Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire pour parler du VIH-Sida. La première dame, Dominique Ouattara, s'indigne du fait que les médicaments destinés aux adultes sont utilisés pour soigner les nourrissons. Oui, Rosine, en sa qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, Madame Dominique Ouattara trouve inadmissible que de nos jours, les enfants atteints du VIH soient traités avec des médicaments destinés aux adultes. Elle a invité les firmes pharmaceutiques et les autres partenaires à renforcer la mise à disposition d'antirétroviraux spécifiquement dans leur forme pédiatrique pour une meilleure prise en charge des enfants. Et Mme Ouattara a par ailleurs appelé à un meilleur partenariat public-privé dans la lutte. Oui, effectivement, l'engagement commun des États africains devrait aboutir à la mise en place de politiques et de stratégies basées sur un partenariat public-privé en vue de lutter efficacement contre la pandémie du VIH-Sida, a expliqué la première dame de Côte d'Ivoire lors de la 19e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Une rencontre, Rosine, qui s'est tenue en marge de la 29e Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba et qui avait pour thème « Quel est le rôle des premières dames africaines dans la facilitation des investissements dans la santé des secteurs privés ?» Il reste à espérer que les propos de la première dame soient suivis des faits. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Poursuivons Michel avec l'annonce de cette grande conférence sur le paludisme qui se tiendra à Dakar l'année prochaine. Oui, Rosine, la capitale sénégalaise va accueillir en avril 2018 la plus grande conférence mondiale sur le paludisme dénommée en anglais Multilateral Initiative on Malaria
l'initiative multilatérale sur le paludisme. Cette conférence va se tenir du 15 au 18 avril 2018 au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. L'annonce a été faite par le professeur Oumar Gueye, directeur du Malaria Research Capacity Development, un centre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et selon le professeur Oumar Gueye, le succès du Sénégal dans la lutte pour l'élimination du paludisme a fait qu'il a été choisi pour organiser la dite conférence. Mais alors, Michel, en quoi consiste exactement cette conférence? Eh bien, l'initiative multilatérale sur le paludisme a été établie en 1997 avec mission de renforcer et de soutenir la capacité des pays d'Afrique sévèrement touchés par le paludisme. Ceci dans le but d'effectuer les recherches nécessaires au développement et à l'amélioration des outils servant à contrôler le paludisme et à renforcer l'interphase recherche-contrôle. Bon à savoir, près de 3000 participants sont attendus à cette rencontre internationale. Terminons par la lutte contre le VIH-Sida au Togo, où seulement 60% des malades ont accès aux antirétroviraux. Oui, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le professeur Claver Anoumou du Programme national de lutte contre le sida au Togo. Mais les efforts se poursuivent pour améliorer la lutte contre la pandémie. Le Togo a un plan stratégique de riposte 2016-2020. C'est un plan calqué sur celui de la nouvelle stratégie de l'ONU-SIDA qui tourne autour des 3,90, c'est-à-dire le premier, 90% des personnes infectées doivent être dépistées. Le second, 90% des dépistés doivent être mis sous traitement antirétroviraux. Et le troisième, 90% des patients sous antirétroviraux doivent avoir une charge virale durablement supprimée. Merci Michel. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons des OEV, c'est-à-dire les orphelins et enfants vulnérables et qui vivent avec le VIH. Il s'agit des catégories de la population très vulnérables du fait non seulement de leur situation sanitaire, mais aussi des conditions économiques, sociales précaires dans lesquelles elles vivent. En outre, ces enfants doivent parfois faire face à la stigmatisation et la discrimination du reste de la société qui pose un regard de peur et de pitié sur elles. Et pour parler des OEV cette semaine, nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo où vivent plus de 500 000 enfants de cette catégorie selon les chiffres des autorités. Nous recevons pour cela le docteur Jonathan Kaunda. Il est directeur de la coordination des secteurs et des partenariats du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Tout d'abord, il nous définit ce que c'est que les OEV. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. OEV, c'est orphelins et enfants vulnérables, dans lesquels se trouvent aussi les orphelins du sida. Ce sont donc des enfants qui sont les plus exposés, surtout selon l'aspect social, biologique et économique. Des enfants qui sont presque démunis. Ce sont ces enfants-là qu'on appelle des OEV et parmi lesquels on trouve les orphelins du sida. Alors dans les orphelins du sida, nous avons des orphelins qui n'ont pas le sida, dont les parents sont morts du sida. Et il y a les enfants qu'on appelle les enfants orphelins vivant avec le VIH, c'est-à-dire ils ont réitéré ça de leurs parents, c'est-à-dire les parents sont morts mais ils sont restés avec le virus du sida. Ça sont les OEV. Mais nous ne voulons pas les appeler comme tels les orphelins du sida actuellement parce que c'est trop stigmatisant pour eux. C'est pour ça qu'on les appelle, on les met dans le groupe des OEV, des orphelins et enfants vulnérables. Comme ils sont, il y a beaucoup d'autres catégories là-dedans. Mais les orphelins, comme on parle de sida, c'est ça que je voulais dire en ce qui concerne les OEV. Docteur, est-ce que le nombre des orphelins et enfants vivant avec le VIH-Sida en RDC est connu? Oui, les nombres, ce sont des estimations. On ne peut pas vraiment d'une manière complète comme ça dire que on a autant. Mais ce sont les estimations que nous avons faites depuis, selon le Spectrum, en 2015, on a estimé aux enfants orphelins du sida, je dis bien, 546 900.
Et en 2016, fin 2016, avec les estimations, ça a diminué un peu à 515 300 orphelins du sida. Est-ce qu'il y a un fichier ou un état civil sur ces enfants en RDC? Oui, chez nous, ici au programme, nous avons la base de données qui se trouve au niveau du département de suivi et évaluation du programme. Alors, en ce qui concerne les autres OEV, c'est-à-dire les autres groupes d'orphelins enfants vulnérables, il y a une situation qui se trouve au niveau du ministère des Affaires sociales. On peut trouver un fichier là bien réparti pour tous les enfants. Mais je ne pourrais pas donner le nombre de tous ces orphelins enfants vulnérables parce qu'on n'a pas ces statistiques ici avec nous. Est-ce qu'il y a, au niveau du gouvernement, il y a une stratégie nationale consacrée à ces orphelins enfants vivant avec le VIH en RDC? Oui, nous avons une stratégie nationale. Cette stratégie nationale se trouve dans le plan stratégique national, comme vous l'entendez. Depuis le plan stratégique de 2014-2017, nous avions mis dans ces axes stratégiques l'axe stratégique 4 qu'on appelle promotion d'un environnement favorable aux personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées, où se trouvent les enfants, les orphelins du sida dont nous sommes en train de parler, c'est les PA qu'on appelle les personnes affectées du VIH sida. Là, comme nous parlons spécifiquement des orphelins enfants vivant avec le VIH, au cas où cet enfant a un besoin, est-ce qu'il peut s'adresser à qui précisément? Oui, quand il a besoin d'aide, les enfants normalement orphelins du sida, si vraiment on l'identifie comme tel parmi ces OEV-là, d'abord, ils peuvent être inventoriés au niveau du ministère des Affaires sociales, mais surtout comme ce qui concerne le VIH-Sida, il y a des structures d'encadrement qui existent pour ces enfants-là. Je pourrais citer par exemple l'AMO Congo, il s'occupe des orphelins du sida pour leur prise en charge. Il y a les REGER qui, en général, c'est pour les OEV, en général, dont les enfants vulnérables. Il y a tant d'autres structures comme ça qui existent où les enfants peuvent être canalisés pour aller chercher une aide ou bien un encadrement quelconque pour leur prise en charge, quoi. Docteur, quel serait du point de vue social et économique le coût et les conséquences d'un nombre élevé des OEV dans un pays comme la RDC? Bien, merci beaucoup pour la question. Mais avec le problème des coûts sociaux et économiques, bon, je ne pourrais pas donner les chiffres exacts, mais je sais que un enfant orphelin du sida, dès qu'il est identifié vraiment qu'il a le VIH ou bien il est issu des parents qui sont morts du VIH, c'est vraiment un coût élevé. Parce que là, en général, on prend en charge, on fait une prise en charge holistique. Il y a la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge médicale, la prise en charge vestimentaire, la scolarisation et tout ça. C'est vraiment un coût élevé. Pour prendre en charge un enfant comme ça, il faut les médicaments, il faut qu'il mange très bien, il faut qu'on puisse, s'il est encore fort, il doit étudier et tout ça. Je ne peux pas vraiment donner un coût comme ça estimatif parce que sinon je risque de donner un coût qui peut être en deçà ou au-delà. Mais je crois que peut-être il faut qu'on puisse voir prochainement, si on peut voir avec les études qu'on a faites, combien coûte vraiment un enfant du point de vue social et économique. Là, je crois que je pourrais parce que les chiffres changent, ce n'est pas les mêmes chiffres. Mais en ce qui concerne les conséquences des nombres élevés des orphelins de sida dans un pays comme le nôtre, il y a beaucoup de conséquences. Vous savez que ces enfants-là, il y a ce problème de stigmatisation qui se pose. Il y a un problème aussi de laisser aller, donc on pourrait dire que ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont négligés, ils sont abandonnés. Il y a des conséquences même économiques, comme on vient de le dire ici. Il y a des conséquences aussi sociales, comme par exemple ces enfants-là, dès qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils peuvent devenir des enfants bâtards, des enfants de la rue, je peux dire. On les appelle parfois des enfants sorciers et tout ça. Et ce qui vraiment peut poser des problèmes à la longue. On pourrait avoir des problèmes de sécurité sociale même sur le terrain si ces enfants ne sont pas pris en compte.
Donc ce sont des conséquences énormes qui sont des conséquences tout à fait estimées du point de vue social, économique, politique, tout ça. Quelles sont les stratégies efficaces et supplémentaires qui peuvent améliorer la situation des OEV dans le pays? Il y a plusieurs stratégies, mais les stratégies efficaces pour améliorer cette situation, je crois que c'est d'abord la mise en application d'une politique ou de la politique nationale en matière de protection sociale, notamment en ce qui concerne les OEV. Il faut que le gouvernement puisse vraiment avoir une politique sociale qu'il faut appliquer ça pour qu'on puisse vraiment voir comment prendre en charge ces enfants-là. Deuxièmement, il faut renforcer les mécanismes de soutien, socio-économiques. Vous savez, ces enfants-là, souvent, nous avons la politique de les réinsérer dans les familles d'accueil. Donc il faut appuyer les familles d'accueil en ce qui concerne la scolarisation, en ce qui concerne les soins de santé et en ce qui concerne la nutrition, même l'apprentissage au métier et la réinsertion socio-professionnelle. Il faut vraiment qu'on puisse renforcer ça, c'est-à-dire qu'on puisse financer toutes ces familles qui ont accepté de prendre ces enfants comme leurs propres enfants pour les élever. Et autre chose, il est important aussi, comme stratégie efficace, c'est de faire le plaidoyer à tous les niveaux pour la prise en charge communautaire des OEV. Parce qu'il y a des structures communautaires qui se trouvent sur place, donc comme les organisations assises communautaires, les organisations confessionnelles, donc religieuses, et puis il y a d'autres ONG. Il faut vraiment qu'on puisse faire le plaidoyer, qu'on ne puisse pas abandonner ces enfants-là, mais qu'on puisse les prendre en charge. Et autre chose aussi, je trouve que ma stratégie efficace, c'est renforcer tous ces organismes structures d'encadrement des OEV. Il faut aussi un peu renforcer les capacités de ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment essayer de prendre en charge ces enfants-là d'une manière holistique. Parce que souvent, ils sont à court de moyens. Alors on demande aux organisations des systèmes des Nations Unies et les autres organisations non gouvernementales internationales qui peuvent prendre en charge et après renforcer les capacités de ces gens-là. Et enfin, je peux dire qu'il faut aussi un renforcement d'un cadre de concertation. Donc, des concertations des acteurs œuvrant dans cette matière-là de prise en charge des OEV. Comme ça, à ce moment, ils peuvent se retrouver, voir et revoir un peu les stratégies, comment est-ce que les choses peuvent marcher. Moi, je crois que ça, ce sont quelques stratégies que je pense qui sont importantes, plus de d'autres qui peuvent aussi être importantes. Donc, responsabiliser le gouvernement d'abord, et puis les organisations de structures d'encadrement peuvent être prises en compte, et les familles d'accueil, quand on les appuie, je crois que les enfants ne seront pas abandonnés à eux-mêmes. Nous remercions le docteur Jonathan Kaunda qui nous répondait depuis Kinshasa en RDC. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage. Comme vient de nous le dire notre invité, la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables est un problème crucial. Ceci parce que si ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ils peuvent poser des problèmes de santé publique, des problèmes économiques et même sécuritaires. Heureusement, des organisations soucieuses de récupérer et encadrer ces enfants existent. C'est le cas de l'ONG Enfants sans Sida à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette ONG aide les OEV à suivre leur traitement et à les réinsérer dans les familles. C'est ce qu'a expliqué le président de cette ONG, Lobognon Barthélemy. Il est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Lobognon Barthélemy,
Bonjour. Bonjour Bitou. Merci d'être encore avec nous. C'est toujours un plaisir d'être là. Ok, alors vous êtes le président de l'ONG Enfants sans Sida. C'est ça. Rappelez-nous un peu ce que c'est qu'Enfants sans Sida. Depuis quand est-ce que vous êtes créé? Alors, depuis 2002, cette structure existe, qui a pour vocation d'intervenir dans le domaine de la santé et de l'éducation. Mais principalement avec les différents cibles les enfants, les adultes et également les jeunes, surtout les enfants. D'où le nom Enfants sans Sida. Enfants sans Sida. Alors, que doit-on entendre même par OEV? Alors, OEV, nous avons 3 catégories. Nous avons orphelin, et le mot O, orphelin, c'est comme toute personne ou bien enfant qui perd un parent ou les 2 parents. Cet enfant est considéré comme un orphelin. Deuxième catégorie, nous avons enfant vulnérable. Il acquiert le statut de vulnérable dans la mesure où le père ou le tuteur ou celui qui a la charge de l'enfant est plus ou moins vulnérable. Et quand on parle de vulnérabilité, les Nations Unies déterminent ce qu'on appelle la pauvreté. C'est quelqu'un qui est au sein de moins de 500 francs par jour. Le parent, il n'arrive même pas, ne serait-ce que s'offrir même un repas. Donc cet enfant qui vit dans le milieu, dans le ménage, du coup devient un enfant vulnérable. Nous avons la troisième catégorie qu'on appelle les enfants rendus du fait du VIH. Ce sont soit des enfants qui sont déjà infectés, ou soit un parent ou bien un membre de la famille dans le ménage interfecté. Troisième catégorie d'enfants qui donnent la dénomination OEV, orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH. Alors, les orphelins, qu'est-ce qui est fait à leur endroit? C'est la même prise en charge pour toutes les 3 catégories ou bien par palier, il y a un type de prise en charge qui est faite? Ici, au niveau de ces 3 catégories d'enfants, dans l'État de Côte d'Ivoire, pour une question de non-discrimination, à simplifier, que tu sois un enfant vivant avec le VIH, que tu sois un orphelin, que tu sois un enfant vulnérable, tous ces enfants se retrouvent au même niveau, ils bénéficient de la même prise en charge. Mais seulement que pour certains enfants qui sont infectés, il y a une prise en charge spécifique qui est accompagnée, qu'on appelle la prise en charge médicale. La seule différence, c'est la prise en charge médicale. D'accord. Mais la prise en charge psychosociale couvre l'ensemble de ces 3 catégories des enfants. Qu'est-ce que ça renferme? Alors, la prise en charge psychosociale consiste à assurer le suivi de ces enfants, le quotidien de cet enfant. Il est enfant, mais quand on parle de l'enfant, derrière cet enfant, il y a un parent, il y a un tuteur. Donc, comment il faut amener ce parent ou le tuteur en question de pouvoir accepter ou de s'approprier de la vie du quotidien de cet enfant. Soit c'était un enfant qui était avec son oncle ou bien son propre papa, aujourd'hui qui quitte un ménage A et qui va passer à un ménage B. Quelle est la réaction? Comment ce parent-là, ce nouveau tuteur, arrive réellement à cohabiter avec ses enfants? Donc il faut le préparer, ce que nous appelons une assistance psychologique. Il faut permettre à ces enfants de se réunir, de partager ce qu'on appelle des expériences, puisque chacun sort de différents ménages. Donc il y a la vie à domicile. Il y a ce qu'on appelle l'animation des groupes de soutien. Pouvoir aussi également grandir avec ces habitudes-là pour comprendre que si avant j'avais mon père qui assurait la totalité de mon quotidien, de mes besoins, aujourd'hui si mon père n'est plus là, je ne peux pas dire que la vie ça s'arrête là. Il faut aussi que l'enfant puisse comprendre que dans la mesure où peut-être que mes camarades savent que je suis maintenant un orphelin, quel est le rapport de ce que j'avais avec mes camarades d'enfants. D'accord. Donc c'est tout ça autour des réunions de groupes de soutien et qu'effectivement les enfants débattent, ils peuvent grandir, puisque quand il a au-delà de 18 ans, il n'est plus pris en compte dans ce programme. À partir de 18 ans, l'enfant n'est plus à votre compte. Il n'est plus à notre compte. Mais quelle est la définition même de l'enfant, de façon générale? De 0 à moins de 18 ans. À moins de 18 ans. À moins de 18 ans, donc on considère qu'à 17 ans, 17 ans et demi, quand il va au-delà de ça, il n'est plus considéré comme un enfant. Mais il y a d'autres réalités africaines. Ça, il faut pouvoir tenir compte. Comment se fait cette prise en charge-là au sein de Enfants sans Sida? Ce sont des journées portes ouvertes. Tous les parents qui ont le suivi de ces catégories d'enfants. Donc l'occasion, c'est d'écouter ces parents. Quelle est réellement la mentalité de cet enfant quand il était avec son vrai papa ou sa vraie mère? Je vis avec mon tonton, mais voilà ce qu'il fait. Ou bien je vis à ma tante, mais voilà ce qu'elle me fait. Donc ça nous permet réellement de comprendre véritablement les vrais besoins qui existent en termes de communication et en même temps les barrières. Et comment vous identifiez ces OEV? Alors, les OEV sont identifiés à 2 niveaux. Il y a les visites à domicile, qu'on appelle d'abord la première phase qui est l'identification. Et la deuxième phase qui est le fait qu'effectivement, certaines structures qui n'interviennent pas dans le domaine des OEV, donc certains confrères ou je pourrais dire des collaborateurs, nous réfèrent également ces enfants. Aujourd'hui, vous avez combien d'OEV? J'ai aujourd'hui 150 OEV. Ça fait 150 familles aussi? Oui, 150 familles, il faut pouvoir les maîtriser. Nous avons un travail qui se fait depuis le central. Il y a un suivi qui se fait, un travail de coordination qui se fait avec les structures de l'État. Vous avez des plateformes? Oui, des plateformes qui existent dans toutes les communes. Ça permet effectivement d'évaluer le travail que chaque année, nous organisons un arbre de Noël au profit de nos enfants. Quels sont les moyens que vous avez pour accompagner ces enfants? Est-ce que vous avez des financements? Des donateurs, des personnes de bonne volonté. Pendant qu'il achète soit un jouet pour son enfant, il se souvient qu'effectivement, peut-être que je peux aussi apporter la joie dans la vie de notre enfant. Donc c'est comme ça, effectivement, nous collectons les jouets. Quant à aussi également la collation qui est faite aussi également, c'est pareil, comme un donateur qui estime que bon, moi au cours de l'année, Dieu m'a fait grâce, je veux effectivement offrir un repas à ses enfants. Ça me rappelle les 2 années parce que un donateur nous a surpris comme ça, c'était pas dans notre programme. Il est venu nous déverser plein de riz, plein de pain, mais tous les enfants qui étaient là, chacun a reçu.
Nous remercions nos partenaires de la radio Côte d'Ivoire pour cet entretien. Et si vous avez des questions sur le VIH ou sur les thèmes de santé en général, contactez-nous sur la page Facebook de notre émission Votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir s'écrit sans accent et en un seul mot. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Cette semaine, notre correspondante Gabrielle Nina a recueilli les questions auprès de nos auditeurs de Lubumbashi en RDC. Nous avons sélectionné l'une de ces questions et notre consultant, le docteur Amangenkap, y a répondu. Le docteur Amangenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Docteur, comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants qui ont des malformations? Des enfants qui naissent au monde avec des malformations, on qualifie ces malformations de malformations congénitales. Et les causes des malformations congénitales sont multiples. Je vais ici énumérer notamment 3 causes. La première cause de ces malformations vont être des anomalies chromosomiques, à savoir qu'il y a une aberration au niveau de la structure du chromosome. La deuxième cause, qui représente à peu près un tiers des causes qu'on peut retrouver dans les malformations congénitales, ce sont des anomalies génétiques, à savoir qu'il y a une mutation dans les gènes des cellules lors de la constitution de l'enfant. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle les embryopathies. Les embryopathies, en fait, c'est des maladies de l'embryon. Et là, c'est souvent là où nous retrouvons la majorité des causes qu'on peut éviter. On a dans un premier temps l'exposition à des radiations ionisantes, à des rayons X. Cette exposition d'une femme enceinte à des rayons X peut être source effectivement de malformations congénitales. On a aussi des causes toxiques. Là, c'est par exemple la femme qui va par exemple prendre un médicament qui est connu comme étant tératogène, à savoir qui est connu comme pouvant provoquer des malformations. On a aussi l'alcoolisme. L'alcoolisme, une femme qui est enceinte et qui prend de l'alcool de façon abondante peut voir son bébé souffrir net avec un certain nombre de malformations congénitales. Et puis il y a un certain nombre d'infections aussi qui peuvent être des causes de ces malformations congénitales. La rubéole, cytomégalovirus, la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, la rubéole. Donc ça, c'est des causes infectieuses qu'il faut vraiment éviter chez la femme enceinte. Une femme enceinte doit vraiment éviter d'attraper ces maladies-là, parce que c'est des maladies qui peuvent provoquer ces malformations chez le bébé à sa naissance. C'est pour ça que le conseil que je vais pouvoir donner à cet auditeur, c'est vraiment pour éviter ces malformations congénitales. Si on ne peut pas faire grand-chose concernant les anomalies chromosomiques ainsi que les anomalies génétiques, il faudrait surtout éviter d'être exposé à des facteurs environnementaux comme les rayons X, la prise de médicaments qui peuvent être délétères et l'exposition à certaines infections. Et voilà comment on peut éviter certaines malformations congénitales chez un enfant. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir, une édition qui était consacrée aux orphelins et enfants vulnérables qui vivent avec le VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Jonathan Kaunda, directeur de la coordination des secteurs et des partenariats du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous a expliqué la situation des OEV en RDC où vivent plus de 500 000 enfants appartenant à cette catégorie de la population. Depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous avons écouté le témoignage de M. Lebognon Barthélemy, promoteur de l'ONG Enfants sans Sida. Il nous a parlé du soutien que son ONG apporte aux orphelins et enfants vulnérables. Notre consultant, le Dr Amangenkap, a répondu aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci aussi à nos différents correspondants à RDC qui ont aidé à la préparation de cette édition. Il s'agit de Gabrielle Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouizi à Beni. Michel Joseph signe la réalisation de cette édition et Aiden Outko est à la console. À la présentation, vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Mounezero. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.